Mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre notre journal rétro de la semaine, dominé par une concession commerciale volée en éclats dans un incendie au centre-ville de Pointe-Noire. Quilou visite le terrain des activités de consultation scolaire à INDA par le secrétaire général du département de Quilou. Puis, PNUD, réunion de validation du projet local de développement de la ville de Pointe-Noire. Puis au bas de notre journal, en sport, démarrage des championnats départementaux de handball à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Centre-ville de Pointe-Noire, il est 18h ce mercredi 17 mai 2023 quand ce fait dévastateur à la fumée épaisse est aperçu au travers de cette concession commerciale située à quelques encablures de la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une concession commerciale constituée de dépôts, boutiques et autres où exercent plusieurs expatriés chinois. Quelle est la source de ce feu dévastateur? À cette question, nous n'avons reçu aucune réponse précise. Même le voisinage immédiat a été surpris par cet incendie. À l'arrivée des sapeurs-pompiers de plusieurs structures de la place, les cœurs semblaient être apaisés. Seulement, le positionnement de cette concession a rendu difficile le travail des agents de la sécurité civile venus pour braver ce feu. Pendant que les secouristes se déploient, le feu ne cesse de gagner du terrain. Quelques personnes abordées reviennent sur l'incendie. On a pris ça comme blague. À un moment donné, on a commencé à sentir que non, il y a le feu. Les gens commençaient à fuir. Les travailleurs, ils ont sorti. Lorsqu'on s'est approché, on croyait comme si c'est les blagues. Les premières choses, on a senti explosion de gaz. Après ça, on a vu directement le feu. On croyait que le feu là c'est petit. On a essayé de tuer le feu là, ça n'a pas pu marcher. Alors à un moment donné, le feu a commencé à augmenter. Toute la maison a commencé à brûler. Le feu a commencé à prendre encore d'autres maisons à côté là. Alors on a appelé directement, on a vu beaucoup de voitures de pompiers. Ils sont venus, ils ont commencé à faire en sorte que le feu ne puisse pas arriver à d'autres maisons. On a remarqué un incendie au niveau du restaurant ici. Et le feu a commencé à s'enflammer très fortement. Et subitement, on a eu une explosion de bouteilles de gaz qui s'est enflammée vers 18h fort. Et il y a eu un attroupement de gens. Et le feu a commencé à se produire plus vite. Et on a essayé un peu de faire un peu petit sécuriste là, mais on n'a pas pu. Il y a eu l'intervention des sapeurs-pompiers et des autres pour nous renforcer un peu. Et voilà, jusqu'à ce niveau-là, on a essayé un peu de recalmer un peu le feu. Nous, même là, on ne se connaît pas qu'est-ce qu'il y a eu quoi. Et c'est sur le courant quoi. Jusqu'alors, on ne connaît pas le feu provient d'où. Jusqu'alors, on n'a pas encore l'idée. C'est finalement autour de 20h que les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le feu. Nous sommes repartis sur les lieux. Le lendemain, donc, ce jeudi 18 mai 2023, voilà l'état actuel de cette concession volée en éclats par l'incendie. En vue de s'imprégner de l'évolution des activités de consultation scolaire dans les écoles primaires de la sous-préfecture de Inda, le secrétaire général du département du Quilou, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, a effectué une visite de terrain ce vendredi 19 mai 2023. Cadre retenu pour cette visite, l'école primaire de Inda où 400 élèves ont été enregistrés pour être examinés par une équipe d'infirmiers et de médecins. Le docteur Chantal Portela, directrice départementale des soins et services de santé du Quilou, accordant du prix au projet intégré de Inda, né de l'accord signé entre le gouvernement de la République et l'opérateur pétrolier Eni Congo, s'implique pour la réussite de ces consultations préscolaires et scolaires. Au cours de ces consultations, les enfants déclarés malades seront pris en charge à titre gratuit à l'hôpital général de Ngoyo, centre hospitalier retenu à cet effet. Les parents d'élèves ayant accompagné leurs enfants ont servi de repère pour quelques informations sanitaires de leur progéniture. Au total, 27 enfants non déclarés à l'état civil ont été enregistrés au cours de cette deuxième phase. Le docteur Chantal Portela sur l'intérêt de ces consultations. C'est une tranche d'âge scolaire qu'on ne prend pas souvent en compte. Ici, ça nous permet de faire un dépistage global de tout ce qui est pathologie simple de l'enfant. C'est-à-dire, on peut avoir une pathologie visuelle. L'enfant ne voit pas bien en classe et on dit qu'il est bête, alors qu'il ne voit pas bien. On l'a dépisté déjà. L'enfant n'entend pas bien. On a eu un cas comme ça, l'enfant qui n'entendait pas du tout bien en classe. Finalement, c'était seulement les bouchons de cérumen. Et aussi,
Ce que j'oublie, c'est la sensibilisation. Je crois que vous avez vu, on aide aussi les enfants à connaître quelle est l'importance, par exemple, de laver ses mains. Vous avez vu, il y a eu une séance de lavage de mains, bien laver les mains. Pourquoi nous lavons les mains avant, après manger ou après avoir été aux toilettes? Tout ça, c'est pour que l'enfant soit enseigné, sensibilisé et qu'on puisse aussi dépister des pathologies de l'enfance. Le secrétaire général du département du Kouilou s'est dit satisfait de la bonne organisation de ces consultations. On a constaté une très bonne organisation et à cet effet, nous félicitons Madame la directrice des services et soins de santé du Kouilou qui a eu l'initiative avec ses collaborateurs de penser à cette belle idée de la prise en charge des enfants. Les enfants qui souvent sont malades mais qu'on oublie de prendre en charge. Et donc au nom de l'État, elle a donc pensé qu'il fallait regarder tous les enfants de l'école et peut-être que ça va se faire aussi dans les autres écoles, c'est notre souhait, pour que ces enfants-là soient pris en charge. C'est-à-dire, ce que nous avons constaté, c'est que ces enfants, pratiquement pour toutes les maladies essentielles, c'est-à-dire l'oreille, l'oreille, la bouche, le nez, la denture, il y a même une prise de sang pour regarder si l'enfant a le palu. On a tout regardé et une très bonne chose parce qu'à la fin, l'enfant est pris en charge. Afin d'atteindre les objectifs de développement durable ODD 3 et 4 de l'agenda 2030 des Nations Unies, portant respectivement sur la bonne santé et le bien-être pour tous et l'éducation de qualité, la santé scolaire est l'un des moyens utilisés par le système de santé pour assurer l'état de bien-être global des élèves. Signé le 16 décembre 2022, le projet de développement local de la ville de Pointe-Noire, en partenariat avec le PNUD, a été validé ce vendredi 19 mai 2023 au cours d'une réunion d'examen des documents en vue de se fixer les termes de référence du comité local du projet CLEP. Examen des documents contenus dans un protocole d'accord visant les objectifs généraux et spécifiques du développement durable ODD en cycle. Objectifs intégrant les secteurs de l'environnement, de l'économie locale et des services sociaux de base. Une réunion de concertation présidée par Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, en présence des officiels municipaux et du représentant du PNUD. À l'occasion, les participants ont suivi le message de la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, entériné du mot de circonstance et du représentant du PNUD. Il y a quelques mois, précisément le 16 décembre 2023, qui était signé ici à Pointe-Noire entre Madame la maire de la ville et le représentant résident du PNUD, le protocole d'accord relatif à l'appui à l'élaboration et la mise en place du plan de développement local de la commune de Pointe-Noire, axé sur les objectifs de développement durable. Conformément aux règles et principes du PNUD, la signature d'un document de cette nature doit être suivie de la tenue d'un comité local d'examen du projet, comité dans le cadre duquel les parties prenantes lancent officiellement le projet et on échange sur des points du projet qui éventuellement exigeraient des clarifications. C'est donc la date d'aujourd'hui qui a été convenue pour tenir le comité local d'examen du projet. Au nom du préfet de Pointe-Noire, le secrétaire général a ouvert les travaux du dit atelier. Avoir un programme de développement local signifie avoir un cadre référentiel de développement. Un cadre référentiel sur la base duquel toutes les initiatives en termes de programme, en termes de projet et en termes d'action devront être puisées, bien sûr, assis sur la base du programme gouvernemental et aussi sur le programme sur l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Pour le département de Pointe-Noire, nous pensons que cela est une chance énorme que nous devrons saisir. C'est pourquoi nous exhortons les différents acteurs à tous les niveaux, en commençant par le bureau exécutif, les administrateurs maires et la population, d'être très attentifs
et de montrer leur efficacité pour que cela soit réalisable. Restez donc aux experts et techniciens du PNUD et de la municipalité de Pointe-Noire de manifester leur bonne foi pour la réalisation de ce projet communautaire en vue de satisfaire les attentes des bénéficiaires. Dolisie, capitale de l'or vert, le phénomène bébé noir s'y installe nonobstant le travail abattu au quotidien par les forces de l'ordre public, notamment la police et la gendarmerie. Pendant que les véhicules circulent librement, les admirateurs des faits attentatoires et du gain facile ne cessent de causer du tort à la population. Le mercredi 17 mai 2023, au quartier Lissanga, dans le 2e arrondissement, à 10 h, un élève âgé de 17 ans, Emmanuel Panzou, a été grièvement agressé par un groupe de 4 bébés noirs utilisant des machettes pour venir à bout de leurs victimes. Après avoir été blessé de la tête au bras et dans le dos, contre toute attente, la victime s'est libérée de ses bourreaux en prenant la clé des champs. Une fois alertée, la police a conduit l'infortuné à l'hôpital général de Dolisie pour des soins d'urgence. Il présente une grande plaie ouverte au niveau d'un membre supérieur, plusieurs plaies au niveau de la tête. Du lieu de l'agression à l'hôpital de prise en charge, Emmanuel Panzou a beaucoup saigné. Des dernières nouvelles, sa situation serait stabilisée grâce à la dextérité des infirmiers et médecins de l'hôpital général de Dolisie. L'atelier départemental de consultation approfondie sur les propositions de schéma de délimitation cartographique de l'aire protégée de Tombo et du corridor biologique des forêts de Dimonika, Tombo, Chipunga s'est tenu ce mercredi 17 mai 2023 à Luango, dans le département du Kwilu. La cérémonie d'ouverture a été patronnée par le secrétaire général du département du Kwilu, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, représentant le préfet du département. Alphonse Koutana, sous-préfet de Luango, souhaitant la bienvenue aux invités et participants, a rappelé à l'assistance l'intérêt qu'accorde le premier citoyen congolais, Denis Sassou Nguesso, à la protection de l'environnement. Jean-Claude Alain Balende, directeur du projet complexe d'air protégé Konkwati Dimonika, sur la présentation du projet en extrait. Le projet de création du complexe d'air Konkwati Dimonika est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de coopération signé entre le gouvernement du Congo et l'ONU Environnement. Il a pour objectif principal d'assurer l'efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité par la création d'un complexe d'air protégé et la mise en œuvre d'un modèle de participation des communautés locales et du secteur privé. Dans cette même veine de conservation de la biodiversité, le projet contribuera efficacement à établir une nouvelle aire protégée par le classement de la concession forestière de Tombo de 93 300 hectares de superficie, de créer un corridor biologique reliant les forêts de Tombo, Dimonika et Chimpunga avec une superficie de 226 334 hectares afin d'aboutir à la création d'un complexe d'air protégé Konkwati Dimonika. Aussitôt après, le représentant du préfet du Kwilu a ouvert les travaux de l'atelier. Pour ce qui concerne la conservation de la biodiversité, notre pays, le Congo, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a enregistré de remarquables avancées, notamment à travers la création de nombreuses aires protégées qui occupent actuellement 13% du territoire national. À ce jour, le département du Kwilu abrite 3 de ces aires protégées. Il s'agit du parc national Konkwati Douli, de la réserve de biosphère de Dimonika et de la réserve naturelle de Chipunga. Pour votre gouverne, le 23 mars dernier, Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, avait procédé au lancement du volet des activités génératrices des revenus alternatifs du projet de création du complexe d'air protégé Konkwati Dimonika.
Hypertension artérielle au Congo en 2023, épidémiologie et prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est sous ce thème qu'ont été placés les travaux des premières journées de l'hypertension artérielle de Pointe-Noire, couplés à la deuxième journée scientifique de la Société congolaise de l'hypertension artérielle et de médecine interne. Ces journées scientifiques tenues 2 jours durant, du mardi 16 au mercredi 17 mai 2023, ont connu la participation d'un parterre de médecins, enseignants-chercheurs venus de plusieurs horizons, dont les professeurs Jean-Luc Roy et Thierry Raoul Alexis Gombe. Avant le début des travaux, l'honneur a échu au professeur Bertrand Elingambola de remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ces journées riches en échanges. L'on retiendra parmi les sessions animées l'épidémiologie, hypertension artérielle, avec pour modérateurs les professeurs Jean-Luc Roy et Max Lévy-Ewani, la prise en charge de l'hypertension artérielle, l'épidémiologie, santé publique, bref, autant de communications ayant donné de la matière aux praticiens pendant les 2 jours de travaux. Travaux sanctionnés par la remise des attestations aux participants ici retrouvés en échantillon. Les professeurs Thierry Raoul Alexis Gombe et Jean-Luc Roy reviennent sur l'hypertension artérielle. Nous sommes un peuple où il y a beaucoup d'hypertendus. En gros, le tiers de la population, surtout dans les grandes villes, est hypertendu. Alors, c'est dû à quoi? C'est certainement dû à des facteurs génétiques aussi et des facteurs d'environnement. Les deux mis ensemble ont fait que, ici, dans nos pays, surtout dans les grandes villes, un tiers de la population est hypertendue. Alors, or, cette hypertension, quand les chiffres tensionnels sont élevés, ça se manifeste par des signes d'une grande banalité. C'est-à-dire que c'est des signes que tout le monde peut ressentir. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des vertiges, ça peut être des bourdonnements d'oreilles, ça peut être une insomnie. Or, à ça, les gens ne s'inquiètent pas. Or, c'est déjà peut-être le signe que les chiffres tensionnels sont élevés. Et lorsque vous avez des chiffres tensionnels qui restent élevés pendant longtemps, ça peut entraîner des complications. Et il y a 2 grandes complications. Il y a d'abord ce que tout le monde connaît actuellement, qu'on appelle les AVC. Tous les Congolais connaissent les AVC. On fait une paralysie, on peut faire un coma. Et alors, une grande complication sont les accidents vasculaires cérébraux. Et la deuxième complication, c'est l'insuffisance rénale, c'est-à-dire, en termes simples, les reins se bloquent et ne fonctionnent pas très bien. Ces journées sont une excellente occasion. L'hypertension artérielle est la principale maladie du cœur et des vaisseaux dans nos hôpitaux. Elle touche surtout les personnes d'un certain âge, le plus souvent au-delà de 30-40 ans. Et encombrant nos hôpitaux, il était nécessaire que les médecins se retrouvent, fassent le point de ce qui est connu, quelles sont les complications, comment on les soigne. Donc c'est pour nous une occasion de faire le point, à la fois pour les plus jeunes qui ont besoin d'apprendre, mais aussi pour les plus âgés qui ont besoin et de communiquer, de mettre ensemble ce qu'ils savent. Tenues dans une organisation réussie, ces journées scientifiques sont un cadre propice d'enrichissement et de renouvellement de connaissances. L'Organisation nationale des personnes devenues sourdes du Congo, ONAPEDESCO, en sigle et son antenne de Pointe-Noire, ont célébré en différé les Journées mondiales de l'audition, sécurité et santé au travail, prévues chaque mois de mars. Je m'appelle Yvo Altou. Là, il est en train de déballer son prénom. Elles ont organisé dans la salle de conférence de la Chambre de commerce de Pointe-Noire le vendredi 19 mai 2023 une conférence débat sous le thème « Acouphènes et diminution de l'audition ». Ce, en présence du directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, Jean-Luc Bantou, et des invités. Ici, formateurs et élèves déficients auditifs ont mis en exergue leur talent de langue par des signes auditifs et des témoignages poignants. Jean-Luc Bantou a refermé les rideaux de ces festivités. Nous avions appris beaucoup de choses, tous ici. Et encore, nous tenons à remercier donc la coordinatrice et toute son équipe de l'Organisation nationale des personnes devenues sourdes. Nous avons tout suivi et soyez sûrs que l'État ne restera pas
inaptes devant ce genre de comportement et également devant des personnes dont la jeune fille nous a fait un baume au cœur. Encore une fois, merci Madame la coordinatrice. C'est donc au nom de Monsieur le Préfet que je déclare donc close la conférence relative à la Journée mondiale de la sécurité et de la santé. J'ai dit et je vous remercie. Au cours de la visite de l'exposition des produits agroalimentaires, la coordinatrice ONAPEDESCO s'est prêtée à nous. Le sens de cette journée, c'est porter l'information et la sensibilisation au niveau de la population. Parce que nous sommes tous parfois des malades qui nous ignorons. Il y a des signes d'alerte qui sont là, mais comme on n'est pas informé, on ne peut pas savoir prendre la précaution d'aller consulter. C'est pour cela que nous avons lancé cette opération sur les acouphènes et la baisse de l'audition. Nous avons fait adoliser avec l'ex-préfet qui était à Niari. Et il y a le commandant de zone qui avait exigé que nous fassions ça pour les hommes en armes, les gendarmes, les policiers et les militaires. Nous avons fait aussi pour eux. Tout dernièrement, nous étions à Brazza, nous avons fait la même chose. Et là, nous sommes venus à Pointe-Noire. Le message, si l'enfant est au début de la maladie, c'est amené en consultation, tel que chez les spécialistes en oreille qui peuvent regarder, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut corriger, est-ce que c'est une maladie définitive, on ne sait pas. Bon, ça, si l'enfant est déjà déclaré comme sourd-muet, il faut chercher une école, là il faut le scolariser. On ne peut pas l'abandonner parce qu'il est sourd. Parce qu'il a les mêmes potentiels que l'enfant normal. Lui, il n'entend pas, il ne parle pas, mais le cerveau est le même comme un enfant normal. Nous avons ouvert des écoles spécialisées. On peut bien les recevoir et puis qu'ils viennent se faire scolariser comme tout enfant. Une conférence débat de sensibilisation pour édifier le public ponténégrin sur les réalités socio-psychologiques des déficients auditifs considérés comme tous les citoyens congolais sans discrimination. L'intersyndicale des mairies de la commune de Dolisie s'est réunie en assemblée générale ordinaire lundi 15 mai 2023 en présence du président de l'Union des syndicats des mairies du Congo, Bertin Issami. Il a été question pour ce bureau ici retrouvé de faire la restitution des conclusions des deux assemblées générales ordinaires et électives tenues respectivement à Brazzaville du 24 au 26 avril 2023. Il ressort de ces conclusions les sanctions d'exclusion du premier vice-président représentant la commune de Pointe-Noire et du deuxième vice-président représentant la commune de Dolisie. Le bureau a tout aussi noté le point relatif au relevé des conclusions avec le gouvernement de la République, point ressortant aux yeux des participants de ces deux assemblées générales le non-respect total des conclusions des travaux de négociation. L'Assemblée générale tenue le 15 mai a été assortie d'une déclaration rendue publique par le secrétaire général adjoint du syndicat des mairies de Dolisie. En date du 3 décembre 2023, l'Union des syndicats des mairies du Congo, USIMCO, dont nous faisons partie, avait signé avec le gouvernement de la République un relevé des conclusions. Nous félicitons le gouvernement de la République pour les efforts qu'il est en train de fournir pour la mensualisation des salaires dans les collectivités locales. Nous sollicitons du gouvernement le paiement des arriérés des salaires et le versement des centimes additionnels pour la prise en charge et la signature des moratoires avec la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS par les présidents des conseils départementaux et municipaux en vue de la prise en compte des dossiers et du paiement des pensions des retraités. Nous condamnons avec une grande force et énergie le désordre des intersyndicaux de Brazzaville et de Pointe-Noire qui parlent des relevés des conclusions alors qu'ils ne sont pas signataires. Cela est du ressort de l'USIMCO. L'intersyndicale de la mairie de Dolisie condamne le mouvement de désordre qui veulent instituer ces deux intersyndicaux et s'alignent à la feuille de route de l'USIMCO. Faite à Dolisie le 15 mai 2023, l'Assemblée générale. Serge César Bouya, directeur général adjoint du port autonome de Pointe-Noire,
a reçu ce mardi 16 mai 2023, au nom du directeur général Séraphin Bala, une délégation de la Banque mondiale conduite par Dalia Kalfa, directrice régionale RCA, Libéria, Nigeria et Sierra Leone. Une délégation venue visiter le port de Pointe-Noire pour des éventuels investissements gages d'un partenariat portuaire. Un accueil réservé dans la salle de conférence de la direction des opérations maritimes à l'ex-siège du port autonome de Pointe-Noire. L'on retiendra au chronogramme de la dite cérémonie la présentation officielle des experts des deux parties, suivie de la projection des documentaires de 10 minutes. Documentaire donnant le commentaire de quelques performances socio-économiques du port autonome de Pointe-Noire. Tout de suite après, la visite guidée de Congo Terminal, centre névralgique des activités techniques du port autonome de Pointe-Noire. Ayanda Droklo sur l'objet de la visite. L'objectif, en fait, c'est dans le cadre du groupe de la Banque mondiale, c'est pour voir dans le pays comment les activités fonctionnent et aussi comment nous pouvons apporter notre contribution pour le Congo. Ça dépend du besoin du pays et ça dépend de ce que vous avez besoin, ce que vous pouvez demander à la Banque mondiale et nous pouvons être là pour servir comme soutien. Mais ça ne va pas être seulement un soutien financier, nous pouvons aussi apporter un soutien sur base de la connaissance. Cette visite d'inspection du port autonome de Pointe-Noire par les experts de la Banque mondiale justifie l'audience qu'offre cette plateforme portuaire aux yeux du touriste et des partenaires économiques du Congo. À vue d'œil, elle ne fait pas son âge, quoique ayant atteint 100 ans le 9 mai 2023. Elle, c'est Françoise Marie-Thérèse Makosso, cette dame centenaire d'une descendance de 6 enfants, 35 petits-enfants, 80 arrière-petits-fils et 6 arrière-arrière-petits-fils. L'anniversaire de son centenaire a été célébré en différé le samedi 13 mai 2023 à Pointe-Noire. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite en son honneur en la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. L'officiant de la messe, l'abbé Abel Lilouala, a axé sa prédication sur l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 11 à 17. Très ému pour les 100 ans d'existence de cette généreuse femme, l'abbé Abel Lilouala n'a pas manqué d'embrasser le centenaire. Juste après la messe, Françoise Marie-Thérèse Makosso a été conduite au bord de la mer pour vivre, comme par le passé, les merveilles de la côte sauvage. Au domicile familial, tous les enfants, petits-fils, arrière-petits-fils et arrière-arrière-petits-fils étaient présents pour vivre cet événement qui sera gravé dans les annales de l'histoire de la famille. Vivre 100 ans demande d'avoir de grandes qualités humaines. Le groupe Chikumbi était de la partie pour l'animation traditionnelle. Des témoignages de la descendance de la mère, grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère ont édifié les invités sur la vie de Françoise Marie-Thérèse Makosso. Éloi Georges Pambou, son deuxième fils. C'est tellement merveilleux de vivre un tel événement qu'on ne vit pas tout le temps, hein, parce que fêter les 100 ans d'un membre de votre famille, c'est une grâce de Dieu. Et ça, ma joie est tellement profonde que à certains moments, les larmes pointent au coin de l'œil, mais c'est des larmes de joie et de reconnaissance à ce que Dieu permet parfois de ces choses-là. Nous avons, en attendant cet événement, un peu, je l'avoue, était un peu, pas apeuré ou inquiet, mais au moins, nous avons été obligés de rester vraiment en prière pour que Dieu permette qu'elle atteigne effectivement le 9 mai, aujourd'hui en fait, parce que le 9 mai c'est un jour ouvrable, nous avons ramené au 13 mai, un samedi, pour que tout le monde puisse fêter maman et que nous puissions rendre gloire à Dieu grâce au Seigneur qui permet cet événement-là.
Il faut avoir le cœur de partage et de bonté tout en aimant son prochain, a précisé l'heureuse centenaire. Françoise Marie-Thérèse Makosso est née 1 an après la création de la ville de Pointe-Noire. Après le tournoi de mise en jambe qui s'est achevé il y a 2 semaines, le championnat départemental de handball junior, senior, hommes et dames, saison 2022-2023 a démarré le week-end écoulé au stade Henri Comateille de Pointe-Noire. Par rapport aux éditions précédentes, les championnats saison 2022-2023 ont peu d'équipes qui y participent. Le manque des installations sportives adéquates et le désintéressement des uns et des autres à la discipline sont les principales causes. À en croire les sportifs avertis. À cela s'ajoute la débauche des meilleurs joueurs et joueuses des équipes de Pointe-Noire au profit de celles de Brazzaville. Une situation qui ne favorise nullement l'évolution du handball ponténégrin, hommes et dames, comme le souligne le président de la Ligue départementale de handball, Alice Barros. La réussite de notre pays au handball part d'une volonté des dirigeants des clubs à la base qui se sacrifient quotidiennement, non seulement pour occuper nos jeunes dans les loisirs sains, mais aussi leur donner la possibilité de faire carrière sportive. Tel est le cas de nos vaillantes handballeuses, dont une dizaine formées dans les équipes de Pointe-Noire font le bonheur des Diables Rouges. Et une demi-douzaine ont trouvé des clubs en France. L'équipe nationale des hommes compte en son sein plus de 2/3 de jeunes formés à Pointe-Noire. Les statistiques montrent donc que Pointe-Noire est le berceau et le pourvoyeur des talents au handball congolais, malgré l'absence des infrastructures modernes et des cadres qualifiés. Le directeur départemental des sports se réjouit de voir la Ligue lancer le championnat départemental qui va permettre aux équipes d'affûter les armes pour le championnat national de la saison. Je suis très flatté par la Ligue en donnant encore une fois la possibilité à nos jeunes défenseurs d'affûter leurs armes pour une préparation efficiente des championnats nationaux de handball. Je demande aux responsables des équipes de garder les sportifs en éveil pour préserver cet élan compétitif qui est mis en avant. Aux jeunes, vous avez le devoir de promouvoir les valeurs de fair play et du respect des règles de jeu. La chance est donnée à tout le monde, que le meilleur gagne. En match d'ouverture, Munisport Homme a battu Nasport 30-24. Les juniors, les seniors, hommes et dames se retrouveront le week-end prochain, toujours au stade Henri Comateille.